Bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez très bien. Pour ceux qui ça ne va pas, ça va aller. La vie est faite des hauts et des bas. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça ne va pas. Aujourd'hui, ça ne va pas. Demain, ça va aller. C'est comme ça. C'est la vie, bien sûr. Et on ne peut pas faire autrement. Alors, bienvenue encore une fois sur notre chaîne. Et si c'est votre première fois d'arriver sur notre chaîne Amis des Sagesses, bienvenue aussi. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner et de partager avec les autres ce que vous trouvez ici. Nous abordons plusieurs réflexions, nous avons plusieurs choses que vous allez trouver ici. Aujourd'hui, on continue notre réflexion. Aujourd'hui, c'est à propos de l'Afrique. On va voir son identité moins réfléchie. Et puis, on verra aussi un tout petit peu à propos de ça, de sur critique de l'idéologie africaine. On va voir comment est-ce que l'Afrique, avec sa liberté, l'Afrique demande liberté, liberté chaque jour. Mais qu'est-ce qu'on va faire de cette liberté, de l'indépendance? Qu'est-ce qu'on va faire avec l'indépendance? Puisque ça fait plusieurs années qu'il y a pas mal de pays de l'Afrique qui se disent qu'ils ont eu l'indépendance, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de cette indépendance? Ou bien si l'indépendance n'a pas eu lieu, alors il ne faut pas fêter cela. Les idéologies africaines sont uniformes et légitimes de l'affirmation de l'Afrique et de son sacre. Sa liberté, bien sûr, mais c'est la liberté contre l'extérieur. Il faut d'autres efforts de se conquérir des libertés contre l'intérieur de l'Afrique elle-même. L'important pour l'Afrique aurait été non seulement d'être proclamée libre, mais de se demander maintenant, qu'allons-nous faire de notre liberté? Puisque l'Afrique se dit, nous voulons être libres, mais qu'est-ce que nous allons faire de cette liberté? Et on va voir que l'Afrique, c'est comme si, même à propos de la recherche de la philosophie africaine, cette recherche ne doit pas s'arrêter à son seul commencement, car l'Afrique n'a pas compris que ce commencement dans lequel était donné son progresser était bien son propre progresser. Ainsi, la question de savoir pourquoi l'Afrique reste en retard alors que les traditions affirment son ancienneté. Elle n'a pas tout simplement pu avoir la conscience que la pensée, c'était sa pensée. Cela est d'autant vrai que les philosophes de l'idée ont toujours enseigné que l'important n'est pas seulement de penser, mais de prendre conscience que la pensée, c'est ma pensée. Les formules les plus célèbres sont celles du connais-toi toi-même de Platon, du je pense donc je suis de Descartes ou de l'intentionnalité de la conscience qui d'Aristote à Husserl en passant par saint Thomas d'Aquin nourrit toutes les philosophies de la connaissance. C'est précisément la même intention de Hegel lorsqu'il achemine l'esprit à l'activité réfléchissante de prise de conscience de soi. Le commencement de l'Afrique est riche. Les égyptologues savent mieux le dire. Mais il faut aussi dire que l'Afrique n'a pas su tirer son commencement. En empruntant le récit biblique des talents, nous pouvons reconnaître que si même l'Afrique est le berceau de l'humanité, elle garde encore ses talents loin des termites et donc loin du progrès. Que l'Afrique ait été le berceau de l'humanité et le premier creuset du savoir et du savoir-faire et qui a rendu célèbre les autres peuples, cela ne suffit pas. On peut lui reprocher de son incapacité historique à les rendre profitables. Est-il impossible que l'Afrique revienne à soi? Considérée dans sa pluralité et dans sa diversité, l'Afrique
et habité par des hommes qui manifestent la volonté de se tenir au-delà des limites, des bornes, des négativités caractéristiques à certaines conditionnalités de leur milieu naturel. On y trouve certes des individus, des groupes ou des États qui se distancient avec la nature à travers les formes abstraites de la science, des arts, de la philosophie et de la technologie. Des personnes africaines qui ont la conscience très aiguë de l'universel et de l'éternel ne sont des nouveaux points de départ d'une Afrique réconciliée avec son histoire. C'est réfléchir, c'est aller. Ces personnes africaines qui ont la conscience très aiguë de l'universel et de l'éternel ne sont des nouveaux points de départ d'une Afrique réconciliée avec son histoire. C'est réfléchir, c'est aller vers l'infini de soi. Plus on se réfléchit, plus on traverse l'identité particulière et plus on découvre l'essence universelle qui est commune à l'homme, car ce qui est au profond de soi refuse d'appartenir au seul soi, mais à plusieurs soi. Si actuellement le thème des identités pose des problèmes en Afrique, c'est parce qu'on l'évoque pour s'enfermer dans la particularité des clans, des nationalités ou des races. De telles identités sont des identités mal comprises et mal approfondies. Il nous arrive de dire ou d'entendre dire, c'est ainsi que chez moi, dans mon milieu, dans mon pays. Convenons-nous que ces particularités ne sont pas des identités réfléchies, mais des spontanéités de surface sans aucune profondeur. L'identité approfondie est plutôt comme l'effondrement de la singularité pour laisser éclore l'universel. C'est pas le truchement de l'effondrement de la particularité que l'identité cesse d'être une fermeture et devient ouverture. C'est précisément ce tournant que les gouvernements républicains africains ont manqué pour asseoir une philosophie qui agrandit l'homme. Leurs appels aux nationalités et aux cartes d'identité vont à l'encontre des intuitions des pères fondateurs de l'Afrique indépendante. Ainsi, le regroupement des personnes sur base de ce qui les identifie en particulier, ainsi que l'écartement de l'autre, sont exactement des signes d'une identité non suffisamment réfléchie. Dire que j'ai mon identité, c'est plutôt dire que je suis différent. Reconnaître la différence, c'est reconnaître l'autre comme soi. Et si c'est réfléchir en soi, c'est aller vers soi, c'est aussi une manière de reconnaître et de laisser l'espace à l'autre. L'homme ne revient pas chez soi pour s'y fixer comme un cristal. C'est là la spécificité de l'intériorité spirituelle par rapport à ce qui n'est que matière. L'homme intérieur est aussi capable de sortir de soi pour aller rencontrer l'autre dans l'espace qui lui avait laissé. Ainsi, une communauté des humains est une reconnaissance mutuelle des espaces où chacun s'épanouit comme un être en soi identique et égal à soi-même. Dans ce sens, dire moi, identité, c'est mon identité, et dire mon identité, c'est aller dans mon intériorité, c'est me retirer en retraite, c'est prendre un moment et me préparer à revenir rencontrer l'autre. L'homme qui est allé dans son intériorité spirituelle sait bien que l'autre n'est pas resté là, à la surface, mais qu'il est lui aussi allé dans son intériorité. Ainsi, la rencontre de l'autre
est une rencontre intérieure. C'est une heureuse rencontre des deux intériorités. Elle est une rencontre de joie, de méditation et d'admiration. Mon voisin que je rencontre ou qui vient à ma rencontre n'est pas celui qui me vide de moi-même, mais celui qui me révèle d'autres possibilités. Et si la richesse ou le développement est ce par quoi le possible devient réel, la richesse vient de plusieurs rencontres. L'inversement, la pauvreté est un manque de l'autre et du possible. Une bonne leçon consiste à ne jamais tenir au secret ses propres progrès et secret ce qui est caché. Ce qui est caché n'est-il pas lui-même de l'ordre de ce qui refuse de venir au jour, à la lumière? Ainsi, ce qui est caché à l'autre est ce qui ne veut pas se réaliser devant l'autre. Combien de fois, dans l'échange des expériences avec d'autres, j'apprends les possibilités encore ouvertes. Il suffit d'être attentif pour nous rappeler qu'il nous arrive à plusieurs reprises d'apprendre dans l'échange avec l'autre ou les autres les nouvelles voies possibles de réaliser des projets que nous avions pourtant tenus pour impossibles. À ce sujet, une expression de sagesse dit: le trésor est caché dans le jardin de l'autre. Le refus de l'ouverture à l'autre est un appauvrissement. Et lorsque cet appauvrissement devient trop criant, les Africains disent: c'est à l'africaine. Ils disent: chez nous en Afrique, c'est ainsi que les choses se passent. Là, il s'agit de l'Afrique dans sa particularité. Particularité entendue ici comme ce qui se dirige vers son effondrement. Par contre, lorsque nous nous approchons à l'autre dans le recueillement, nous apprenons qu'il est un lieu de ressourcement et enrichissement, qu'il est un abreuvoir pour le nouveau souffle d'un pèlerin fatigué. L'Afrique, en se fixant sur ses identités fermées et laissées particulariser, elle a particularisé ce qui pourtant était comme à tout homme. Quel est l'homme qui n'a pas de cœur, comme source d'affectivité, qui n'a pas l'émotion ou des sentiments? Il faut simplement dire que tout homme est originellement un homme de cœur et que la différence entre les hommes réside dans les façons dont ils vivent et expriment l'abondance de la vie selon les vertus du cœur. Ce qu'actuellement est qu'une façon lyrique, les Africains appellent leur identité, s'est déjà montré plutôt comme une limite, une fermeture sur soi et contre l'autre, un blocage contre le possible et contre le progrès. Or, l'identité n'est pas ce qui particularise, mais ce qui identifie les êtres d'une même espèce. En d'autres termes, l'identité est l'essence. Or, l'essence n'est pas ce qui individualise, mais ce qui universalise. L'identité en tant qu'essence sous-entend donc la différence. La différence est ce qui ouvre le particulier à l'universel. L'universel est plus grand que le particulier. L'universel dit aussi le particulier, mais jamais le particulier ne dit l'universel. Ainsi, il est vrai que dire que l'universel éclaire le particulier. Dans cette même logique, il est aussi vrai de dire que conquérir la juste identité de soi, c'est partir de l'universel et par un moment de retour sur soi, se retrouver dans l'abondance de cet universel. Alors, voyons un tout petit peu si critique de l'idéologie africaine.
Comme je le disais, les idéologies africaines sont une forme légitime de l'affirmation de l'Afrique et de son sacré, la liberté. Mais c'est la liberté contre l'extérieur. Il faut d'autres efforts de conquérir des, des libertés contre l'intérieur de l'Afrique elle-même. L'important pour l'Afrique aurait été non seulement d'être proclamé libre, mais de se demander maintenant qu'allons-nous faire de notre liberté? On reconnaît toute idéologie par deux éléments: les connaissances objectives éclairant un peuple sur sa situation réelle et les capacités morales et politiques de se déterminer les voies à suivre pour vivre son idéal. Mais privé de l'efficacité scientifico-technique et de la capacité de produire économique, les sociétés africaines se réfugient spontanément, soit dans l'activisme ou dans la pragmatique, soit dans le mythe ou le mythicisme, dû à l'absence de l'esprit critique et de débat théorique. Sans ces exigences ou contraintes de la rationalité, la pratique africaine aboutit paradoxalement à des conflits d'intérêts individuels et immédiats. Comment alors se libérer? Il y a ceux qui disent qu'il faut se libérer du modèle occidental pour se projeter aux horizons de l'Orient. Les pères fondateurs de la philosophie africaine posent un vrai problème, celui d'avoir une pensée positive sur l'Afrique. Mais on peut se demander s'ils ont pu échapper, eux aussi, au piège des discours de l'aile colonisateur. Le risque est imminent de refuser le fondamentalisme occidental en glissant vers le fondamentalisme africain, ce qui n'est pas un progrès. Le problème de fond en philosophie africaine est celui des rapports entre l'Occident et l'Afrique. Mais peut-on légitimement refuser à un peuple de se vanter, d'exposer ses forces? Il faudra aussi examiner si les lectures actuelles que nous faisons de l'histoire coloniale ne relève pas d'un anachronisme. En bonne logique de temps, le choix des concepts, des propositions et des paradigmes répond toujours à un projet. Les paradigmes de la pensée tels qu'ils ont été construits en Occident répondaient à un projet d'auto-affirmation, de colonisation. S'il faut un changement de paradigme, il faut aussi que les Africains formulent clairement leur vision, leur projet positif de société, à la fois autocentré et réconcilié avec les autres sociétés. L'ère des polémiques va en disparaissant. De plusieurs façons, les élites africaines veulent dire que l'Occident s'est fortifié, bien sûr, en se comparant à ses inférieurs. L'Afrique réagit contre l'érocentrisme. Elle se regarde aux horizons de son progrès, mais encore chez les nouveaux supérieurs. Non, plus l'Occident, mais le Japon, la Chine, l'Inde. C'est là une nouvelle manière toujours de s'inférioriser, seulement en changeant de repères. Le vrai, c'est toujours ce refus d'une lecture de soi, à partir de soi, une recherche d'une nouvelle forme de dépendance sous prétexte que ces pays offrent généreusement que les Occidentaux qui le font sans exiger les profits. Lorsque les Africains refusent, seulement en théorie, le modèle occidental, parce qu'il est issu du mal de la colonisation, pour idéaliser celui de l'Orient, le Japon, la Chine, pense-t-il opérer des réels progrès dans l'appropriation de soi? Ce qui n'est pas dit, c'est toujours ces refus de projection de soi-même par soi. On peut ici se demander si comparer l'Afrique et l'Orient, par exemple le Japon, n'est même pas une fausse comparaison. Les deux peuples ont des originalités, mais il faudra vérifier s'ils ne présentent pas des différences de degré de conscience de leur originalité. Trop probablement que l'Orient, le Japon, non seulement présente une richesse originelle culturelle, mais plus encore, a toujours cherché à avoir une prise de conscience plus aiguë de soi.
Leur philosophie, leur religion enseigne une certaine élévation de soi jusqu'à l'extinction de soi dans le nirvana, intériorisant ainsi une culture de l'ascèse volontaire, de la discipline, de la méditation, poussée à l'extrême de de la mystique ou de l'union avec l'absolu. Il s'agit là non seulement des héritages culturels, mais aussi des richesses que ces peuples ont toujours voulu intérioriser, développer et introduire dans la lutte pour la modernité. C'est la vie de l'Afrique elle-même que ces grandes écritures interrogent. L'Afrique est, au fond, un seul et même élan qui devra évoluer en ligne convergente, en dépassement des polémiques contre les autres cultures et critiques réactionnaires. Alors, il peut y avoir des problèmes de méthode philosophique. C'est ce que nous verrons dans l'autre vidéo qui va suivre. On va essayer de voir comment est-ce que les Africains, même, euh, ils ne disent pas, ils n'arrivent pas leur histoire en Afrique qui n'a consisté qu'à intérioriser des ennemis fictifs et des polémiques allant de l'échelle locale, village ethnie à l'échelle mondiale. L'histoire en Afrique se déroule de la manière suivante. Chapitre 1er, Afrique paradisiaque. C'était tout un paradis avant. Et chapitre 2, traite des nègres. Chapitre 3, colonisation. Chapitre 4, république indépendante impossible. Et de la sorte, elle ne peut que produire des générations qui, pendant les moments forts, jeunesse, intériorisent des ennemis fictifs qui n'existent plus. Les pressentiments d'avoir des ennemis en toutes circonstances et de s'y attarder est plutôt une pathologie des hommes faibles. Merci de m'avoir suivi et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez le faire. Laissez vos commentaires et partagez avec les autres ce que vous trouvez ici et à nous revoir.